Format. Format. Alors, ah mais t'as pas le Mac avec la barre t'as encore un bouton Pas les moyens qui fonctionnent. Non, moi je me pose la question et puis finalement je prends Moi ça commence. On va commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue à la Sprint Focus Easy Mesure numéro 10, donc, qui s'est déroulé du 16 décembre au 2 février. L'objectif du sprint précédent était de montrer les nombreuses nouvelles fonctionnalités apportées par la version 5.0 de XPack. Et aujourd'hui, le thème du sprint est les habiletés de bibliomap. Alors pourquoi les habiletés de bibliomap? Parce que depuis la refonte du portail BibCNRS, donc modifié en Guide Institut, il a fallu revêtir Bibliomap de ses nouveaux habits et pour cette occasion, nous avons apprécié le retour de Cécilia comme styliste dans l'équipe pendant ce sprint. Et donc elle nous en parlera tout à l'heure. Comme toujours, le plan de la sprint revue, donc communication analogique EasyPart et EasyMesure, et donc on a rajouté Bibliomap à la fin, ce sera la trichorégraphie. Les métriques donc de notre sprint. Donc ici vous avez notre Borden chart, donc qui est un peu particulier car le sprint a commencé avant les vacances de Noël. Et donc nous avons fait un backlog growing à la rentrée. On a redécoupé donc les tâches à ce moment-là. Et c'est ce qui fait qu'on a plus de tâches, donc on a augmenté. Et on a également des petites pointes comme ça, comme des petites pointes en bleu, lorsque on fait des WebEx ou switcher services aux utilisateurs, et là on rajoute une fiche pour aider, donc on nous rajoute des petites tâches. On a commencé au début du sprint avec 26 tâches à faire. On en a réalisé 51. C'est normal. C'est normal. Les 26 c'était au tout début. Les 26 c'était tout au début, on en a rajouté. On en a réalisé 51 et il en reste encore 12. Voilà. Pour 44 jours. Oui. Donc nous avons, comme toujours, consacré une partie du temps pour répondre rapidement aux utilisateurs qui se manifestent donc par mail, par Webex ou par le Trello. Et donc nous avons réalisé plusieurs interventions en Webex avec Toulouse, Lyon et Lille. Nous avons également inséré les données de l'Université de Polynésie française et de l'Université de Rennes 1 dans les mesures. On a fait une aide à l'installation pour l'université du littoral Côte d'Opale, et Et puis Thomas, tu vas expliquer les 4 prochains petits points, tu veux? Oui, alors, toujours dans le genre de tâches qui concernent le support et l'accompagnement des utilisateurs, auquel on passe beaucoup de temps. Ce qui est normal, et nécessaire. On a repris contact avec la BNF qu'on avait déjà rencontré il y a 3 ans avec Thomas Junot qui est très intéressé par EasyParse. Et là, on est retourné les voir parce que ils veulent mettre en place EasyParse. Enfin, ils ont dédié du personnel pour ce dossier-là, donc on est retourné les voir avec Dominique cette fois pour leur exposer un peu les prérequis techniques, le contexte projet, ce que faisait EasyParse, ce que ne faisait pas EasyParse. Donc c'était une réunion très, très productive dans le sens où le projet est bien compris, ils ont des ressources qui vont leur permettre d'adopter EasyParse et on va continuer à faire du support de ce côté-là. Donc si la BNF commence à utiliser EasyParse, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un très gros acteur, c'est un très gros acquéreur de ressources. Et puis ça va leur permettre d'avoir accès à des données auxquelles ils n'avaient pas accès jusque-là.
On a présenté hier aux journées d'Airbus avec Stéphane le projet, l'articulation EasyParts et EasyMesure en insistant sur la complémentarité nécessaire entre ces deux outils. Alors c'était pas en février 2014, du coup c'était en février 2017. Dans ma chute fautive, j'aurais dû mieux relire les diapos. Du coup, donc là c'était une intervention plus politique et moins technique, même si la technique n'était pas absente de la présentation. Le message est passé, je crois, sur l'intérêt que les établissements adoptent EasyPass, le fait que c'est pas si compliqué à mettre en place, en termes de temps et en termes de coût pour une équipe, et que par contre ça présente le gros intérêt de pouvoir fournir des données à la plateforme nationale EasyMesure, enfin à l'entrepôt national EasyMesure, et on a l'impression que ce message est bien passé. Puis après, bon, c'est du support plus traditionnel. Les deux derniers points, le rendez-vous avec l'université de Calédonie, ce qui est un peu différent des autres fois, c'est que là, comme c'est des collègues qui sont loin et sur des zones horaires très différentes, quand des collègues sont à Paris, ils passent me voir et on passe une matinée ensemble pour que je leur montre comment ça marche. Et donc ils sont très intéressés pour installer EasyParts. Et puis pareil pour Singapour. C'est pour montrer que, en gros, la tâche du support est continue, parce que l'intérêt pour le projet ne diminue pas, ce qui est une assez bonne nouvelle de mon point de vue, et je pense du point de vue de l'équipe aussi. Je continue sur ma lancée avec le schéma. On a mis au point un schéma d'articulation, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un besoin parce que mine de rien on commence à avoir un contexte de travail qui est assez dense, qui n'est pas complexe mais qui est dense, et du coup on a des collègues de l'extérieur qui s'intéressent au projet, qui ne comprennent pas bien à quel endroit on a besoin d'eux, à quel endroit on est autonome, à quel endroit on travaille, à quel endroit on les accompagne. Donc ça c'est une tentative de remettre les choses à plat pour dire voilà où est la logique. Voilà où est-ce que nous on attend vos collaborations, voilà où est le code source qui est ouvert, voilà où est EasyParts, voilà à quoi sert EasyParts, notamment pour les reversements dans une mesure, etc. Donc on a eu pas mal de positifs sur ce schéma. Typiquement, la DNS, en fait, il s'attendait à avoir les visus dans EasyParts. Voilà. En fait, ça permet d'éclaircir un peu les questions que les collègues se posent et que disons que la lecture de la doc en complète, elle est un peu trop longue pour se faire une idée un peu synthétique du projet. Et on espère que ce schéma va jouer ce rôle. Et donc, on va le diffuser largement. Je pense qu'on va faire un flyer encore pour les carrefours de l'université. Enfin, voilà. Donc, vous allez probablement voir ce schéma beaucoup les prochains temps, parce qu'on va s'en servir comme outil de communication. Je laisse Yannick prendre la parole pour le schéma technique. En termes de visu, éventuellement, sans vouloir trop complexifier ce schéma d'articulation, on va y réfléchir à éventuellement l'ajout d'une brique de visualisation avec Visokio, EasyVis. Il y a un reversement vers EasyParts, mais il n'y a pas les outils de visualisation. Oui, on n'a vu que le reversement vers EasyMesure. On pourrait mettre un bloc vers le haut de ton qui reste un peu blanc à droite là. Vers des outils de visu. Non, mais c'est une bonne idée. Ouais. Pour montrer que on pourrait avoir une visualisation locale. Voilà. Ça passer pas forcément par. Après, c'est obligatoirement bien emmené par les images. Non, mais c'est une bonne idée. On va intégrer ça. Donc, on a mis à jour deux schémas qui existaient déjà depuis un certain temps et qui commençaient à être un peu obsolètes. Donc, un schéma d'architecture générale qu'on a à l'écran qui montre de manière qui se focalise sur les échanges principalement avec les procédures, où se trouvent des choses, où est-ce qu'on va aller mettre des rejets, où est-ce qu'on récupère des bases de connaissances, ce genre de choses. Et un deuxième schéma plus sur l'architecture interne, qui montre tout le cheminement que va faire une ligne de log
à l'intérieur de EasyParse pour finalement arriver à l'élément de consultation finale qu'on va avoir dans le CSV. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Les schémas sont disponibles pour ceux que ça intéresse sur Google Drive et sur Twitter aussi. Ça a été tweeté à l'instant. Et donc on a mis des liens dans la documentation développeur à côté du schéma qui explique globalement comment EasyParse fonctionne en incluant le serveur web. Donc, voilà. Donc on a fait aussi la documentation du middleware qui jusqu'ici était entre guillemets déportée dans GitHub dans un dépôt séparé. Donc on l'a remise dans la documentation principale et on a rajouté la liste de tous les middleware qui sont actuellement disponibles. Ah. Le service formation a également réalisé 2 nouveaux tutos sur l'installation d'EasyLogger dans les navigateurs Chrome et Firefox. Alors pour rappel, EasyLogger, c'est un petit plugin qui s'installe dans le navigateur et qui permet de voir ses propres consultations quand on consulte ses ressources. Vous pouvez retrouver ces tutos sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on remercie Claire et Philippe pour notre service formation. Et Fred en a réalisé aussi 2. Et il va vous en parler là, maintenant. Donc oui, j'ai fait 2 vidéos pour permettre aux utilisateurs de tester leur plateforme suite à une création de parseur ou une modification. Donc c'est vraiment en situation de consultation d'un portail, là comme par exemple du CNRS. Voilà, donc on a mis des sous-titres. Donc comme il n'y a pas de voix derrière, les sous-titres permettent justement d'expliquer pas à pas ce qu'on est en train de consulter, comment fonctionne EasyLogger, comment pouvoir récupérer un fichier de log directement depuis le navigateur pour le tester ensuite dans EasyParse. Et aussi, avant tout, ce que permet EasyLogger, c'est de pouvoir analyser en temps réel, comme on le voit, analyser si une consultation est reconnue par EasyParse. La deuxième vidéo, c'était plus une fonctionnalité que Yannick a rajouté dans EasyLogger. C'était un problème qui est dû au proxy qui change en fait les points des domaines en tirets. Donc c'est le cas chez nous actuellement à Nice. Donc cette petite fonctionnalité permet de décupler, dupliquer les URL, enfin les logs, et de mettre plusieurs possibilités, tiret, point, tiret, pour au final être sûr d'avoir au moins une consultation qui est reconnue par EasyParse, parce qu'EasyParse, lui, reconnaît que les points. Voilà. Donc ces 2 vidéos sont sur YouTube. Avec des sous-titres. La partie analogique. Donc la partie analogiste, donc on a le travail courant du sprint. Donc on a recensé une nouvelle plateforme qui est une base de données qui s'appelle Web of Science. Donc le chiffre est de 326. Le total des plateformes actuellement disponibles, donc l'étape 5, je rappelle, c'est l'étape des plateformes qui ont un parseur à tester. Donc on a une progression qui passe de 51,69 à 52,15%. Donc là, un petit récapitulatif donc, de ce qui a été fait. Donc les mises à jour des plateformes, on a eu des corrections sur News, sur MEJM, Power Arbitration, et puis également une modification importante, c'est celle de Oxford University Press, qui était donc agrégée par iWire, qui à partir du mois de janvier est passée sur une autre plateforme agrégateur qui s'appelle Silvershare. Donc justement, Silvershare, Sylvie et moi, nous avons créé notre premier parseur. Donc voilà, donc c'était vraiment un plongeon dans le technique, et donc on a développé ce parseur Silvershare qui agrège des plateformes comme ASME, SPI, JAMA, et donc maintenant Oxford University Press.
Et on a aussi traité une plateforme qui s'appelle Garnier Numérique. Donc le sprint précédent, j'avais dit que c'était pas possible, mais finalement Stéphane a été recherché dans les entrailles des logs et on a pu quand même créer un parseur avec Yannick sur une consultation d'articles, mais c'était assez particulier. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, Web of Science, qui est une base de données multidisciplinaire. Donc, sur la diapo suivante, j'ai fait un petit résumé. Donc, bon, c'est peut-être pas très clair, mais en fait, c'est pour expliquer que on a réussi donc dans cette base de données à quantifier des recherches et des consultations de référence et aussi des facteurs d'impact pour des revues. Donc pour tous ces nouveaux parseurs qui sont créés, tu peux cliquer sur Web of Science, j'envoie à chaque fois un rapport du parseur avec ce qui a été fait, des URL qui ont été analysées, pour permettre au contributeur ensuite de tester lui-même et de nous faire des retours. Donc je vous invite vivement à nous donner des retours sur ces nouveaux parseurs. Voilà, donc là un schéma récapitulatif donc, de ce qui s'est passé. Donc on voit quand même Silvershare, une grosse plateforme, Web of Science, classique Garnier, et donc qui ont tous été traités à la fois avec le Trello suivi des plateformes, Analogist et EasyPass. Enfin, donc les migrations avec Thomas, on a fini toutes les migrations des plateformes de l'ancien wiki sur ANG. Donc merci Thomas. Et donc voilà, normalement, je pense qu'il n'en reste plus du tout. On va pouvoir envisager une refonte d'analogiste maintenant que toutes les données de plateforme sont basculées sur ANG. Parce que pour rappel, Analogist c'était notre premier outil pour collecter les analyses des plateformes sous la forme d'un wiki. C'était un petit peu complexe. Et du coup, maintenant qu'on a ANG, qui est un outil dédié, qui date de l'année dernière maintenant, on va pouvoir réenvisager le rôle d'analogiste. Peut-être sûrement même faire une refonte drastique de l'outil, peut-être même ajouter un autre outil qu'un outil, passer sur une plateforme de blog ou quoi pour faire passer l'info au contributeur. Enfin, voilà, ça va être du travail pour les prochains sprints. Donc voilà, puis donc je cède la parole maintenant à Yannick. Alors, on va essayer de passer assez vite sur le travail qui a été fait sur EasyPass. Alors, première chose, on a eu quelques investigations à faire sur le middleware Istex, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de trous au niveau du champ Online Identifier, et on s'est rendu compte que le middleware ne retournait tout simplement pas le champ de l'ISSN électronique. Donc, il a été corrigé en ce sens. À présent, on a des belles données bien propres. Ensuite, il y a eu un gros travail au niveau de la documentation, auquel on remercie Thomas d'ailleurs. Donc j'ai mis une liste non exhaustive des choses les plus importantes. Déjà, on a fait on avait rajouté des précisions sur le fonctionnement des alertes, qui reste quelque chose de relativement flou dans l'esprit des utilisateurs, j'ai l'impression. On a complété la doc des middleware, ça j'en parlais juste avant, avec surtout la liste de tous les middleware qui sont actuellement disponibles. Il y a aussi une note de dépréciation, en particulier pour le middleware qu'on appelait Field Splitter, qui permettait de couper un champ particulier, de le scinder en plusieurs champs. Donc j'en profite pour faire savoir que ce middleware-là va probablement bientôt disparaître. Donc voilà, on ne va pas le faire tout de suite, mais si jamais il est utilisé quelque part, ce serait bien de nous prévenir, même si à mon avis il ne doit pas être très utilisé. On a corrigé tout un tas de liens morts qui étaient apparus quand on est passé à Read the Docs. On a fait énormément de reformulations. On a rajouté aussi des descriptions qui manquaient pour les options de configuration d'EasyParse, qui du coup restaient un peu floues.
Et on a supprimé des sections qui n'étaient plus d'actualité, notamment la section des PKBMIS, donc des fichiers dans lesquels on mettait les identifiants éditeurs pour lesquels on ne trouvait pas de correspondance, sauf que ce n'est plus d'actualité. Et on a supprimé la section qui permettait de gérer la doc via le Makefile, car la doc maintenant elle est gérée d'une autre manière. Ça a été remplacé par une nouvelle page qui explique comment héberger la doc en local pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà. Nouveau également, on a eu quelques soucis avec la macro Excel. On s'est rendu compte qu'elle ne fonctionnait pas avec Excel 64 bits. Et donc là, on fait un gros merci à Isabelle. Je ne sais pas si... Donc un gros merci à Isabelle, notre petit agent secret, là, qui a fait un travail, comme d'habitude, impeccable. Et maintenant, notre macro Excel fonctionne très bien, surtout système 32, 64 bits. Donc voilà, la macro est disponible sur GitHub et toujours au même endroit, sur Analogist. Donc dans la doc qui dit l'usage d'EasyParse. J'en profite pour m'associer au remerciement. Cette macro, elle est très utilisée par les collègues. On parle de ça du schéma qui utilise, c'est le premier outil en fait, qui est utilisé par la visualisation de EasyParse. On a traditionnellement beaucoup de questions autour de cette macro parce que beaucoup de collègues voudraient la voir s'enrichir de nouveaux onglets sur les données utilisateurs, etc. Donc à chaque fois, on est obligé de dire que en fait, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de compétences particulières dans l'équipe. Donc le fait qu'on puisse proposer une macro, c'est très utile. Ça a beaucoup de succès parce qu'on a beaucoup de retours là-dessus. Après, c'est des retours qui sont souvent des demandes de nouvelles fonctionnalités dans la macro, ce à quoi on résiste vaillamment jusqu'à présent, en disant, en gros, si vous avez des besoins de modifier la macro, c'est qu'en fait, vous avez besoin d'utiliser un outil dédié pour traiter graphiquement les données sparses, et donc on les oriente soit vers les IDs, soit vers les équipes. C'est le même nom. Le même prénom. Donc en fait, à chaque fois, on augmente la charge de travail et on s'en va. Quel en sort, merci. Donc ensuite, on a modifié le middleware Crossref, car on s'est rendu compte, le middleware Crossref, historiquement, il était fait pour récupérer un DOI, le DOI qu'on récupère dans l'URL de certaines plateformes, et récupérer tout un tas d'informations à partir de ce DOI. Sauf que on l'a modifié de façon à ce qu'il puisse utiliser aussi le PII, qu'on récupère notamment chez Science Direct. Sauf que du coup, il ne retournait pas le DOI vu qu'il utilisait ça avant et donc il n'avait pas besoin de le récupérer. Donc on l'a modifié de façon à ce qu'il le récupère maintenant. Et on a également commencé un travail qui va nous permettre de drastiquement diminuer les erreurs qu'on a, comment je dirais, avec le middleware Crossref. En fait, d'une manière générale, des problèmes qu'on a avec l'interrogation des API, qui n'est pas encore parfaitement stable et surtout qui ne génère pas vraiment d'erreurs il génère des trous plus que des erreurs quand on a des problèmes typiques, genre problème de réseau, requête qui foire pour une raison X ou Y. Donc on a un travail en cours là-dessus. Voilà. Ok, donc là c'est à moi. Donc là, moi, je vous parle d'EasyMesure. Donc, au cours du dernier sprint, on avait sécurisé EasyMesure avec XPack. Et on avait fait aussi appel aux partenaires pour leur dire qu'ils pouvaient nous transmettre les événements de consultation qu'ils avaient produits avec EasyParse pour qu'on les charge dans EasyMesure. Sachant qu'on avait donc ces événements de consultation et qu'on avait les moyens de sécuriser les accès, c'est-à-dire de différencier l'accès aux données selon si on est université de Franche-Comté ou université de Lorraine. On a chargé tout ça, on les a intégrés. Donc là, on voit la liste des principaux
reverseur. Voilà. Donc, on a chargé, on a créé des dashboards par défaut pour ces collaborateurs et on leur a envoyé un mail les invitant à se connecter et à aller voir ce que donnaient leurs données sur EasyMesure. De la même façon, sur la machine de pré-production, on a chargé les données des 10 instituts du CNRS, puisque maintenant on a des données qu'on peut bien explorer depuis le lancement en novembre. Donc on a chargé depuis novembre tout ce qui est BIP CNRS sur EasyMesure, ça nous permet de voir des choses. On fera un petit point dessus tout à l'heure, je vous montrerai une page, ce que ça peut donner. Sachant qu'on allait inviter tous ces gens à se connecter sur EasyMesure, on a un petit peu réorganisé l'apparence de EasyMesure en faisant apparaître de nouvelles pages, en particulier une home page, une page partenaire aussi, donc ça c'est la home page. Une page partenaire aussi, et la page partenaire, je pense qu'elle va évoluer. Donc là, j'ai juste mis les logos que j'avais à disposition là, juste quand j'ai fait le truc, mais il en manque. Mais cette page partenaire, elle va être amenée à évoluer. Je pense qu'on va la faire de façon on va faire une carte où on va faire apparaître les partenaires, la localisation des partenaires, de façon à ce que les gens puissent savoir quels sont dans leur région les partenaires EasyMesure pour éventuellement être référents, ou, voilà, de façon à favoriser la collaboration des SCD entre eux sur le sujet. Après, on en discutera. J'ai une idée comme c'est bien, c'est ça qui fait les grands esprits. Notamment le tien, c'est le directeur de la messe. Qui a posé la question hier, à un moment, est-ce qu'on envisageait de former un réseau de correspondants aux IPARS pour que des collègues dans l'établissement puissent demander de l'aide à proximité plutôt que de demander de l'aide à nous, parce que pour une raison ou pour une autre, ça se fait rapidement. Ce n'est pas le cas. Et du coup, il y a cette idée comme ça de créer des réseaux de collaboration locaux, et je pense que le fait de placer sur une carte qui utilise les IPARS, ça peut aussi créer une dynamique comme ça. Se dire, attends, juste à côté, ils utilisent déjà, je prends mon téléphone, je le connais. L'idée de la carte, elle est plus ce matin parce que j'en ai discuté avec Stéphane. Ah, d'accord. Je ne suis pas un si grand esprit que ça, en fait. Mais disons que je peux poser des questions sur le page partenaire. Déjà, je savais qu'il fallait en faire une, mais je ne savais pas comment l'organiser. Et voilà. Donc l'idée de la carte, je pense que ça sera bien. Donc ensuite, la page profil. La page profil, on vous avait déjà invité à vous connecter dessus pour pouvoir récupérer le token en bas qui est masqué, mais ce token, c'est ce qui permettra d'automatiser les téléchargements, enfin les déchargements dans EasyMesure. Cette page de profil a évolué. Maintenant, on peut mettre à jour ces informations en la rechargeant, parce que donc on mémorise les informations pour pouvoir justement attribuer des droits aux organisations quand on accède à EasyMesure, parce qu'on a une double authentification, donc on va la voir justement si on se connecte. Voilà, donc là on est connecté sur la machine de prod. Donc là on voit qu'on est sur la page profil et on n'a rien qui apparaît. On clique pour se connecter, donc c'est bon. Voilà, c'est Sylvie qui va se connecter et on voit ces informations qui apparaissent. Voilà. Donc là on est en live. Étape, elle repose sur la fédération d'identité. Voilà, la première étape repose sur la fédération d'identité. Sur les annuaires de tous les établissements, enfin, de chaque établissement qui reverse. Et donc ça nous permet déjà de profiter d'une étape d'authentification qui n'est pas complètement à notre charge, donc on n'est pas du tout à notre charge. Tout à fait. Donc là, c'est l'établissement. Enfin, chaque établissement a le rôle d'authentifier ces personnes. Voilà. Et ensuite vient une deuxième étape qui sera probablement intégrée dans un deuxième temps. Mais là, on a des comptes, je te relève ça fait 3 ans. Donc, alors, oui, non, mais c'est important ce que tu soulignes parce que, effectivement, chaque organisme, chaque université a son propre fournisseur d'identité
ce fournisseur d'identité nous remonte des attributs potentiels, et c'est ces attributs potentiels qu'on va utiliser pour calquer les droits d'accès à l'espace Kibana. Et l'espace Kibana, là, c'est ce qu'on voit là, il faut s'authentifier. Donc là, on va s'authentifier en tant qu'administrateur. Mais en fait, si tu regardes par exemple dans Management, si tu vas voir dans Management et User, voilà, on voit que là, on a créé plein de users qui ont des accès différenciés à l'espace Kibana. Donc là, si tu reviens au dashboard, voilà, donc là on a une pseudo homepage de l'espace Kibana dans lequel on a mis des liens vers les dashboards par défaut des différents déposants. Voilà. Donc en fait, on n'a accès à cette information que si on a les droits sur l'index en question. Donc la même home page s'affiche pour tout le monde, mais si l'Université de Lorraine clique sur le lien Université de Franche-Comté, ils verront un dashboard vide. Voilà. Donc voilà pour les dashboards. Là c'est l'avantage, donc là on voit sur ce dashboard qui est un peu particulier, qui est un dashboard qui agrège les données, c'est-à-dire que là on est sur la prod, sur la pré-prod pardon, et sur ce dashboard on a agrégé les consultations de tous les BIB CNRS. Donc, il faut s'imaginer que c'est le même type, on peut avoir le même type avec toutes les universités, mais là c'est pour montrer ce que ça donne dans le contexte BIP CNRS. Et on voit que on voit les parts de consultation de chacun des instituts, puisque chaque BIP CNRS est dédié à un institut. On voit aussi que Frédéric a parlé du Web of Science, par exemple, on voit que ça représente, donc c'est une base de données, maintenant on s'attaque aux bases de données, et donc on voit que ça représente une part des consultations non négligeables dans le total de toutes les consultations des BIP CNRS. Voilà, donc c'est un dashboard qui est assez intéressant, ça permet de voir la proportion des consultations des instituts, de voir comme on a des unités qui sont à cheval sur plusieurs instituts, on peut faire voir par exemple l'UPR, les unités qui consultent le plus, donc l'UPR 2301 là qui sort en tête. Donc on a aussi, donc c'est un dashboard qui ressemble les top 10, et donc on voit les unités qui consultent le plus, quels éditeurs sont les plus consultés, quelles plateformes sont les plus consultées et quelles revues sont les plus consultées. Et donc comme c'est un dashboard dynamique, quand on clique dessus, on peut enrichir la requête et puis voir des choses. Donc on peut voir effectivement les consultations qui sont transversales. Et là, si tu cliques sur Web of Science, par exemple, on va voir qui consulte, voilà, quelle part est consultée selon les instituts. Donc c'est assez intéressant et c'est assez rapide comme type de consultation, enfin de dashboard. Ce qu'on voit là, c'est que des données assez haut niveau, très agrégées, enfin beaucoup de données très agrégées sur un grand nombre d'instituts et de ressources, etc. On peut accéder rapidement à un aspect de ces données. Et en cliquant sur l'équivalent d'une facette et puis en creusant petit à petit, on a accès à de plus en plus précis. Donc ça permet, avec un outil, d'avoir une vue générale et aussi de répondre à des questions ponctuelles plus précises. Ça mesure quoi pour les bases de données par rapport à la question centrale pour mesurer les agents? Quelle base de données? Web of Science, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans l'analyse. En fait, comme tout est public, on peut aller voir sur la page de l'analyse. Donc on a fait dans l'ANG pour Web of Science pour voir qu'est-ce qu'on mesure dans Web of Science. Comment tu fais répondre? Il y a des recherches, il y a des références, il y a des facteurs d'impact. Et après, on peut demander justement aux contributeurs de ceux qui utilisent cette base de rajouter des analyses parce qu'ils ont besoin d'une consultation qui n'a pas été faite. Là, c'est vraiment une mise en route du parseur et ensuite ça peut évoluer. Tu veux un test, mais sinon,
quand on revient sur l'analyse du pasteur et qu'on peut savoir si tout à l'heure au niveau de constitution le rapport contre le Là, on a effectivement besoin d'un bilan de ce que vous dites. Alors, un des moyens de faire ça, c'est d'avoir un dashboard qui sert à ça. Donc là, en fait, moi, je vous montre des dashboards plus ou moins génériques, hein, voilà, des dashboards d'agrégation, mais on va en faire qui soient orientés vers qu'est-ce qui est consulté dans tel type de circonstances. Un dashboard, Voilà. Voilà. Donc là, après, on le met sur Scopus, par exemple. voilà. Et pour explorer les données, voilà. Là, c'est depuis le chargement. Donc là, en fait, voilà, depuis l'ouverture, là, on voit en fait la part de consultation. Et donc, on voit à l'ouverture en fait que le vert, là, c'est donc l'IN2P3. Donc pour eux, je pense que ça a été ouvert un peu plus tôt et donc ils se sont mis à consulter pas mal. Enfin, donc du coup, en proportion. Voilà. Et c'est que après plusieurs jours là, voilà, que ça a été vraiment ouvert pour tout le monde. Voilà. Donc là, en fait, bon, c'est vraiment, c'était pas l'objectif du sprint, hein, là, de montrer ça. On le fera, on fera un sprint avec plus orienté dashboard et on en discutera parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, il y a beaucoup de possibilités là-dessus. Donc, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche et je vois que ça marche. Et donc, on passe à la suite. C'est ça. C'est ça, oui, donc j'ai déjà j'ai déjà parlé de l'espace Kibana, donc on va passer rapidement. Là, on a aussi travaillé sur donc le sprint précédent, on était passé à la version 5. Au XPack en V5. Et là, c'est un rappel pour montrer l'avantage de travailler avec Docker et puis des containers. Donc, c'est un peu technique, hein. Je vous ai mis exprès la liste des identifiants des containers pour vous dire que on migre et on optimise continuellement, c'est-à-dire que Elasticsearch, ils ont proposé un 5.1.1, donc assez rapidement, ça permet de bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités. Voilà, et on arrive à moi. à la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, donc, le sprint s'appelait les abonnés de Bibliomap. Donc, je vous ai mis le Bibliomap d'avant. Donc, quand il y avait les portails, les petits portails plus Kingdom qui faisaient plein de belles petites bulles. Et puis, un jour, du CNRS est arrivé et donc, il n'y avait plus que la petite bulle de l'INCAM qui s'affichait. Donc, on s'est dit qu'il était temps d'agir. Donc, du CNRS, il y a 10 instituts, donc on a décidé de faire des bulles par institut. Avant ça, il y a eu toute une refonte de Bibliomap et on m'a demandé aujourd'hui de vous expliquer ce beau schéma. Donc, en fait, il y a deux catégories de gens dans la population, ceux qui aiment ce schéma, Dominique et Stéphane, en gros, donc moi, je vais vous raconter l'histoire autrement pour que tout le monde comprenne. Les blondes et les autres. Voilà. Donc, ça, c'est du biomap pour les gens normaux. Donc, on va dire que les logs, c'est un champ de blé. On est fin juillet, c'est la moisson et tout. Et on a du biomap harvester qui va être représenté par la moissonneuse batteuse, donc qui va prendre les logs et les découper en petits morceaux, tout ce qui va bien. Ensuite, on a les logs qui vont aller, enfin, le blé va aller au moulin, être transformé en farine. Pour quelque chose de beaucoup plus digeste, qui peut compléter. Hein. Super. Donc voilà. Et donc nos logs sont là et puis ils ne servent toujours pas grand chose parce qu'ils sont juste de la farine et tout. Et après, il y a des biomaps. Le moulin, c'est EasyParts. Le moulin, c'est EasyParts, voilà. Donc il est enrichi, c'est traité comme il faut et tout pour qu'à la fin on puisse en faire quelque chose de beau et voilà, de bon. Donc on peut faire plein de petits gâteaux différents avec notre farine sortie du moulin. Et c'est des petits gâteaux, c'est des petites bulles, des instituts qui sont différenciés. Donc on peut aller sur le suivant. Ah oui, il y avait une question, comment placer Docker au milieu de tout ça? Parce que j'avais ma belle histoire, il fallait que je fasse une baleine. Donc j'étais un peu emballée, ça n'allait pas. En fait, la baleine, elle est partie. Donc il y a la baleine dans le champ de blé, il y a la baleine qui conduit la moissonneuse, il y a la baleine qui est le meunier et il y a la boulangère. Donc j'ai mis des baleines partout. Je ne vous expliquerai pas du Docker en détail parce que j'en serais bien incapable. Mais chacun a son petit conteneur qui va bien. Et Yannick avait une belle phrase, il m'avait dit qu'avec Docker, on pourrait prendre le champ de blé et le mettre
sur un iceberg ou dans le Sahara, ça marcherait aussi parce que chacun a son petit environnement. Voilà, en gros, pour expliquer des pour les nuls. Donc à la fin, moi, mon travail, c'était de relooker un peu la CSS et le look du bibliomap de maintenant. Plus de couleurs, plus de bulles, et les noms de tous les instituts avec les comptes qui va bien. Et puis de retransformer le vieux bibliomap pour que lui serve, et en gros son bibliomap à lui, puisque lui, il n'a pas migré. Ah oui, du coup, il apparaît. Donc là, c'est en live, donc là, il n'y a plus de mélange avec l'INSERM, mais l'INSERM, il est à part, parce qu'il est à la technique bibliocite encore. Et voilà ce que ça donne. Des bulles. On dit plus des patates, on dit des bulles, c'est plus petit. Donc voilà, c'était mon travail sur ce stream. Donc ça, de notre côté, ça fait un outil de démonstration à nouveau disponible, parce que c'est un truc très parlant, quoi. On comprend tout de suite le travail qui se fait, enfin, à quel résultat on peut arriver quand on n'utilise pas cette technologie. Eh bien, merci. Passe à la ligne de vie. Donc la ligne de vie, c'est un rappel pour dire où on en est. Donc là, vous voyez qu'on en est à la livraison. Bon, enfin, il n'y a pas vraiment de version dans EasyMesure, mais on en a la livraison 1.0 des habits neufs de Bibliomap. La prochaine, ce sera le 2 mars. Voilà. Ce qui est à noter sur ce schéma, c'est donc les journées d'Irbuiste, la formation cariste qui s'annonce en mars, et puis les formations sur les parseurs, plateformes et puis tableau de bord en juin qu'on prévoit de faire. Voilà. Pour les caristes, pour le carrefour de l'ISP qui se fait en juin et 21 mars à Nancy, on a fait passer on a transféré le lien vers l'inscription. Vers le programme, oui. Vers le programme. Du coup, on vous encourage à vous inscrire. Sachant qu'il y aura une vingtaine de places en présentiel et quelques personnes à distance. Je pose la question parce que je l'ai supposé, je me rappelle plus la réponse. Pour s'inscrire à l'atelier, il faut passer par, c'est dans le formulaire d'inscription générale, c'est le moment d'inscription au CARIS pour choisir son atelier, et il y a un lien supplémentaire pour s'inscrire. Je sais pas ici. Je sais pas. Je crois qu'il faut aller sur le site des caristes et puis cliquer. Donc on vous fera passer l'information aussi, ce sera pas pour ça. Parce que moi non plus, je ne suis pas encore inscrit. Donc, normalement, tu devrais pas avoir un peu plus. C'est pour ça. Mais on refera de l'information, mais si vous êtes intéressé par un atelier de formation au tableau de bord, le prochain, ce sera au moment de partir de l'ISP, et on sera content de discuter avec vous. Et donc, on aura quelques places à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Enfin, on essaiera de faire, comme le thème des caristes, c'est les ruptures, les technologies innovantes, les ruptures que ça. Donc là, on essaiera de se lancer dans ça. Et donc, le 21, on fera un atelier sur la création du tableau de bord. Sinon, les prochaines revues de sprint, la prochaine devrait être normalement le 2 mars, pour fixer correctement, mais normalement, ça devrait être ça. Et puis, les suivantes, on en reparlera. Est-ce que vous avez des questions? À distance, est-ce que vous nous avez bien entendu? Vous êtes toujours là? Je vous ai rejoint qu'à la fin de la réunion. Je suis désolée, j'en avais une autre. D'accord. Du coup, j'ai une information très tronquée et je pense que je regarderai la vidéo quand elle sera en ligne. Alors, on espère que l'enregistrement aura bien marché, hein, parce qu'on n'est jamais sûr en fait. Donc voilà. Mais il peut y avoir des questions quand même. Hein. On peut prendre des questions sur les tableaux de bord, sur est-ce que vous avez essayé de vous connecter sur EasyMesure? Est-ce que vous avez essayé de voir un tableau de bord? Oui, j'avais essayé de me connecter sur EasyMesure. Maintenant, je pense qu'il va falloir recharger les statistiques de log de Toulouse 3, puisque vous avez gentiment mis à jour notre instance. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir Pierre Negelen, mais je pense qu'on va vous renvoyer les logs de 2016, peut-être. Ok, bah oui, il n'y a pas de souci. C'est relativement rapide, hein, le déchargement. Donc, Voilà.
Ok, merci. Sinon, dans la salle, D'autres questions? Donc pour si vous réussissez pas à accéder au tableau de bord, vous nous envoyez un mail et on verra ce qui se passe. Hein. On fera ça, soit on fait un WebEx, mais comme d'habitude. Donc là on est en phase de test avec donc le XPAC. Donc là j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Comme on est en mode test encore du XPAC, on n'a pas le support qui va avec, donc on est plus en phase découverte qu'en phase d'apprentissage réel. Donc là, on a essayé de réfléchir et de retenir des grands principes en créant des rôles par index, par organisme. Et donc il peut y avoir plusieurs personnes d'un même organisme qui accèdent aux index et donc aux tableaux de bord qui sont associés. Ce qui peut être un peu déroutant, c'est que on peut accéder à des tableaux de bord qui ne sont pas forcément destinés, mais si on n'a pas les droits sur ces index, ben les tableaux de bord paraissent vides. Et puis il y a aussi une petite particularité dans Kibana, c'est que faut être vigilant à la période de date en fait qui est sélectionnée, parce que par défaut en fait c'est fait pour faire du monitoring et donc les périodes en temps réel, et donc la période de date c'est les derniers jours, et si c'est des données qui datent de l'année précédente ou qui datent d'une période précédente, il faut vérifier que la période sélectionnée est la bonne. Voilà, donc oui, on fera des petits tutos, on fera des screencasts pour expliquer comment ça fonctionne. Donc je pense que dans les prochains sprints, on va aller de plus en plus vers le travail sur les tableaux de bord, sur les interactions, de réellement qu'est-ce qu'on veut mettre, quel tableau de bord on veut mettre en œuvre. En temps réel. Oui, et ça, alors, comment? J'ai vu qu'il y avait un avenir pour un et puis, si vous pouviez aussi, après, c'est plutôt dans les plateformes, voir ce qu'on peut faire sur rapport à l'intérêt, récupérer quelques données d'articles de connexion et voir on avait vu des choses qui étaient en open access mais sur le site, mais finalement c'est pas proxifié. Donc si c'est pas proxifié, ça rentre pas dans les. ça, c'est peut-être les ressources libres, donc elles sont proposées. Mais ce qui m'intéresserait moi, c'est de voir dans une revue qui est payante, quelle consultation je passe sur des articles qui sont en libre à passer et puis sur une chose qui fait dans les consultations. Et alors, ça c'est des informations qu'on récupère. Il y a potentiellement moyen de faire remonter ça avec ça un PDF et ça en direct, en open access, le plus souvent parce qu'il a été rectifié. Je ne sais pas si vous avez moyen de peut-être avoir une information dans le qui dit que c'est loi ou un truc comme ça. Par enrichissement avec Il faut par enrichissement. Après, dans le cas de l'open access, il faut garder en tête que comme c'est l'open access par destination, on n'est pas obligé de passer par le proxy. Enfin, nous, la seule part de l'open access qu'on va faire, c'est celle qui transite par le proxy. Voilà. Oui, donc c'est fait sur un du paiement, donc il y a tout ce qu'on peut faire vers le proxy, mais là, on est toujours sur un On va pouvoir d'ailleurs faire un peu d'absence aussi de ce que le computer en V5 cherche à faire. C'est pas nouveau d'en parler, mais disons que les questions, c'est des questions qui sont posées. Effectivement, il y a un rapport qui est dédié à ça, la Ça devrait être dans un rapport unique, on devrait avoir dans un rapport unique, plus seulement une ligne par titre, mais une ligne par titre et par modalité d'accès. Donc, est-ce que c'est du courant, est-ce que c'est de l'archive, est-ce que c'est de l'EA, ça c'est en réseau 2018 pour la conformité obligatoire. Sachant que la recommandation sur cette. Et en vrai, ça serait intéressant de vous tromper, vous récupérer. D'accord. Ok.
Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure là, et puis on vous donne rendez-vous donc début mars. Merci à tous. Et puis, à tous pour collaborer, parce qu'en fait, on a bossé avec beaucoup de monde pour ce projet.